Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une société associée au secteur des semi-conducteurs, ASML Holdings. Alors, la vidéo et l'analyse fondamentale va se dérouler de la sorte. On va tout d'abord présenter la société, ce qu'elle fabrique et comment est-ce qu'elle génère du cash. On va faire une revue complète des fondamentaux. On va passer en revue les concurrents et on va faire un balayage rapide du rapport annuel et on fera une revue des risques. Et à la fin, je me prononcerai si, selon moi, il faut acheter cette société ou pas et si oui, à quel prix. Donc, comme je viens de vous le dire, ASML Holdings est une société qui est associée au secteur des semi-conducteurs. Elle est cotée au Nasdaq et domiciliée aux Pays-Bas. Donc, c'est une pratique courante qu'une entreprise européenne fasse appel au Nasdaq pour pouvoir avoir accès à un plus gros marché des capitaux. Donc voilà, alors vous avez à l'écran ici les différentes étapes qu'il est nécessaire de parcourir pour pouvoir produire un semi-conducteur. Donc ASML, elle, est associée à l'étape de la photolithographie ou de la lithographie. C'est un terme très important à retenir parce que si vous jetez un œil au rapport annuel, c'est un terme qui revient extrêmement souvent parce que c'est vraiment l'activité cœur d'ASML. Donc sur chacune des étapes que vous voyez à l'écran, il y a des entreprises qui peuvent prospérer pour chacune de ces étapes. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances, des savoir-faire et des secteurs en recherche et développement qui sont très spécifiques pour chacune de ces étapes. Donc ASML fabrique parmi les machines les plus complexes et les plus chères du monde, destinées à la photolithographie, étape indispensable à la fabrication des semi-conducteurs. La machine que vous voyez à l'écran ici est une de leurs dernières machines. Ils appellent EUV pour extrême ultraviolet et HNA pour High Numerical Aperture. Donc EUV pour extrême ultraviolet, tout simplement parce que cette machine utilise les ultraviolets sur une très faible longueur d'onde pour pouvoir durcir des résines qui sont déposées sur des wafers. Qu'est-ce que c'est qu'un wafer? Un wafer, c'est ça. C'est un disque de silicium sur lequel sera déposée une résine. Et ce disque-là, donc ce wafer, passera dans la machine. Des ultraviolets seront projetés à travers un masque, ce qui permettra donc de procéder à cette lithographie qui est une étape préliminaire à la gravure. Donc ici, vous avez un aperçu de l'intérieur de la machine. Alors que vous compreniez bien, en fait, dans cette machine-là, c'est ultra complexe. Il y a plusieurs chambres à vide, des vides qui sont extrêmement poussés. Parce que lors de cette étape-là, si jamais il y a des impuretés qui se déposent sur le wafer, ça peut être absolument dramatique. Et il peut y avoir des semi-conducteurs qui, à la fin, ne sont plus opérationnels comme on le voudrait. Donc cette machine-là, elle embarque des optiques de pointe et des miroirs de haute précision qui sont fabriqués par des fournisseurs très spécifiques que sollicite ASML, et on y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, alors la lithographie, c'est comme dessiner un masque de réseau de connexion et de composants sur un wafer. Donc c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Et donc là, ce qui arrive sur le wafer, ce sont des ultraviolets qui altèrent la résine déposée sur le wafer. Et à la suite de cette étape de lithographie, donc là, il y aura d'autres étapes associées nécessaires à la production des semi-conducteurs qui consisteront à supprimer la résine qui n'a pas été altérée. Alors je vais passer sur les détails du cycle de production des semi-conducteurs, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de background scientifique à avoir parfois. Moi j'en ai parce que j'ai un petit peu cette formation scientifique-là à travers mon parcours, mais je suppose que ce n'est pas le cas de tous ceux qui nous regardent ici. Petit passage rapide sur les concurrents. Il s'avère que Nikon et Canon sont les deux principaux concurrents d'ASML sur les machines DUV. Donc c'est la gamme en dessous des machines EUV, donc DUV pour Deep Ultraviolet, donc ultraviolet profond. Donc ces machines sont drastiquement moins précises que les machines EUV d'ASML. Donc pour les machines DUV, on a trois principaux acteurs, Nikon, Canon et ASML. Par contre, pour les EUV, les machines qui sont dédiées à la lithographie destinée à la fabrication de puces destinées à l'IA, au modem 5G et au data center, ASML a un total monopole dessus. Il s'avère en fait que Nikon et Canon ont décidé de stopper les investissements sur la R&D concernant le développement des machines en EUV, donc les machines les plus poussées et les plus sophistiquées d'ASML, tout simplement parce qu'ils ont estimé que les investissements étaient beaucoup trop risqués. Mais ASML, en revanche, eux, ont investi massivement là-dedans et aujourd'hui, ils en récoltent les fruits. Je n'ai pas fait d'aparté sur le prix, c'est la machine la plus performante qu'ASML propose ici, donc il s'agit de la machine EUV High-NA, qui permet de procéder à une lithographie ultra précise en utilisant de très faibles longueurs d'onde sur les ultraviolets. Et cette machine que vous voyez là coûte approximativement 400 millions d'euros. Avec toutes ces ventes-là, ASML produit également des machines de contrôle métrologique, donc de contrôle en post-production, pour tout simplement contrôler la qualité des impressions en lithographie et optimiser les réglages de leurs machines. Donc ces machines de contrôle qualité sont vendues à part. Et ASML perçoit aussi des revenus réguliers des contrats de maintenance qu'ils passent avec leurs clients.
Donc pour aller à l'essentiel et vous résumer un petit peu tout ça, ASML produit du cash par le biais de la vente de ses machines de lithographie et de métrologie en contrôle qualité, du rétrofit des machines clients, parce qu'ASML propose également des rétrofits, donc ça va être tout simplement des upgrades de machines déjà existantes chez le client, par le biais de remplacement d'optique pour pouvoir rendre la machine plus précise, par le biais de mise à jour de software, etc. Et ASML a aussi des revenus en cash réguliers grâce au contrat de maintenance passé avec ses clients. Petit aparté ici, parce que j'estime qu'en tant qu'investisseur, c'est important de le savoir, les machines d'ASML qui sont vendues aux clients ont une durée de vie extrêmement longue, qui peut aller de 20 à 30 ans. On passe maintenant à la partie que vous attendez tous, l'analyse des fondamentaux de l'entreprise. Mais avant ça, si jamais cette vidéo vous plaît, je vous encourage à lâcher un petit like, ça m'aide énormément. Cette chaîne est très petite et la moindre interaction avec mon contenu apporte énormément de visibilité à ma chaîne. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement. Et vous pouvez par exemple me suggérer des entreprises à analyser, et peut-être que je le ferai. Donc ASML, pour l'ordre de grandeur, a une capitalisation boursière de 290 milliards. Là, ça commence à être gros. Là, on commence à être sur du gros poisson. Aujourd'hui, l'entreprise se négocie à un PER qui avoisine les 30. Donc on est proche des plus bas. On va dire que ce point-là a été atteint déjà sur plusieurs années. En 2023, en 2022. Nous sommes tout de même aujourd'hui sur des plus bas atteints sur un horizon de 5-6 ans. On a une croissance du bénéfice par action de 500% sur 10 ans, ce qui fait à peu près du 19,5% par an sur une période de 10 ans. On a une croissance du chiffre d'affaires de 387% sur 10 ans, ce qui revient à 17% annualisé, et une croissance du bénéfice net de 436% sur 10 ans. On observe ici que le free cash flow peut avoir des variations conséquentes d'année en année. Donc il peut se trouver soit drastiquement en dessous du bénéfice net, soit drastiquement au-dessus. Donc là ici par exemple on voit qu'en 2022 on a un free cash flow de 12 milliards alors qu'en mars 2022 on avait un revenu net de 6,7 milliards, ce qui est presque 2 fois moins. Alors pour ma part, je me suis noté que ces fluctuations s'expliquaient de plusieurs manières. Premièrement, par le fait que ASML construit en avance certaines de ces machines, qui, je le rappelle, peuvent coûter plusieurs centaines de millions d'euros, ce qui fait que des frais conséquents peuvent être engagés avant que l'encaissement du cash ne se fasse. Et donc, bien évidemment, cette fluctuation du free cash flow est un risque que l'entreprise doit prendre en compte. Les rémunérations en actions sont très faibles et c'est un très bon point. On est sur un ordre de grandeur de 2% du résultat net. Les rachats d'actions sont très irréguliers, ce qui est normal parce que le cash flow est aussi très irrégulier. Donc ASML ne peut pas se permettre d'avoir un retour de valeur vers l'actionnaire qui soit constant et régulier, parce qu'il y a une gestion du cash assez dynamique à avoir. Et donc ici, quand on observe les marges, on voit qu'il y a deux plateaux. Le premier, ici, avec des marges brutes oscillant aux alentours de 45% et des marges nettes oscillant aux alentours de 23%. Et un second plateau, donc ici, sur un niveau supérieur, avec des marges brutes oscillant aux alentours de 51% et des marges nettes aux alentours de 28 à 30%. Donc cette rupture se distingue par le fait que ASML a justement commencé à commercialiser aux alentours de mémoire, entre 2017 et 2020, les machines les plus performantes qu'elle a conçues et sur lesquelles elle se positionne en solitaire. Donc les machines EUV High-NA, ou même EUV tout court d'ailleurs. Et donc de ce fait, il est totalement logique qu'elle puisse améliorer ses marges, étant donné qu'elle se positionne en monopole sur ce secteur, notamment pour la lithographie destinée à la conception des puces IA. Ils annoncent d'ailleurs dans leur dernier rapport annuel qu'ils estiment pouvoir améliorer encore leur marge nette et leur marge brute, au moins jusqu'en 2030. À voir si leur engagement sera respecté. ASML a aujourd'hui une dette qui avoisine les 4 milliards de dollars, ce qui est relativement faible. Ça correspond à environ 4 mois de free cash flow. Et on observe ici, alors là c'est la courbe en vert. La courbe en vert représente les réserves de cash et investissements à court terme. On observe que ASML a une politique relativement responsable concernant la gestion de ses liquidités et de sa dette. Tout simplement déjà primo parce que sa dette est relativement faible. Et ensuite parce qu'on observe sur cette courbe-là, la courbe bleue représentant la dette et la courbe verte représentant le cash et les investissements court terme, que ASML s'efforce de garder ses liquidités avoisinant sa dette. Que c'est pour répondre aux fortes fluctuations de son cash flow au fil du temps. Et via cette stratégie, elle s'assure qu'elle pourra en tout temps et en toute heure rembourser ses grosses échéances de dette. Il y a ici une très forte amélioration du ROCE, notamment dû au fait que l'entreprise génère de plus en plus de cash, notamment grâce au dernier système vendu, pour lequel il y a d'ailleurs une très forte demande. On a vu tout à l'heure que les rachats d'actions étaient très irréguliers, notamment dû au fait que le cash flow était très irrégulier également. Et donc, de ce fait, on a une diminution du nombre d'actions en circulation de l'ordre de 10% sur 10 ans, ce qui est relativement faible malheureusement.
c'est bien dommage. Cependant, comment leur en vouloir en sachant que l'entreprise se négocie à des prix totalement exorbitants avec des PER extrêmement élevés? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est sur un PER de 30 et qu'on est sur un des plus bas PER atteints depuis déjà 6 ans. L'entreprise verse également un dividende qui a augmenté de 400% sur les 10 dernières années, ou du moins depuis son premier versement. On va maintenant faire un balayage rapide du rapport annuel et une revue des risques pour l'entreprise. Et bien sûr, on va aborder le contexte économique. Je vais faire d'une pierre deux coups parce que vous allez voir que le contexte économique est ici très fortement associé au risque de l'entreprise. Il y a beaucoup de géopolitique. Alors c'est parti, on va jeter un œil à tout ça. Alors voici le dernier rapport annuel d'ASML pour l'année fiscale terminant au 31 décembre 2024. Alors vous allez voir que le format est un petit peu différent. Cependant, j'ai repris leur dernier rapport publié sous le format US GAAP, donc qui reprend les principes de comptabilité utilisés aux États-Unis. Ce rapport fait 400 pages. Il y a énormément de blabla, il y a des choses qui sont dites sur les critères ESG. Personnellement, j'en ai absolument rien à faire. C'est pas quelque chose qui m'intéresse et pour moi, c'est un outil, les critères ESG qui sont très politisés. Je ne me suis pas attardé là-dessus. Donc c'est vrai, je n'ai pas abordé les clients, je vais faire une petite aparté ici. Les principaux clients d'ASML sont Samsung, TSMC et Intel. Alors pour revenir aux derniers chiffres annuels qui ont été publiés, on a une stagnation des revenus, donc ce qui est relativement logique et facile à comprendre, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur des semi-conducteurs est cyclique, ça il faut le savoir, mais normalement vous le savez. Et ils espèrent une reprise pour 2025 et 2026. Donc alors ce qu'il faut savoir, c'est que ASML est une entreprise qui dépense énormément en recherche et développement. Vous l'avez vu avec les machines que je vous ai montrées ici, là on est sur de l'innovation pure. Et ASML emploie des chercheurs et ingénieurs parmi les plus compétents de la planète. Ce qui fait que de fait, l'entreprise réinjecte énormément de cash pour pouvoir innover et continuer ses recherches en développement. Donc c'est un risque que l'entreprise prend et c'est très clairement éventuellement du cash que l'investisseur risque de ne pas revoir si jamais les mauvaises directives et les mauvais axes de recherche et développement sont donnés. Cependant, il y a une chose, c'est qu'ASML travaille main dans la main avec ses clients. Donc avec Samsung et surtout avec Intel qui a énormément contribué au développement de leurs dernières machines. Donc ce sont des clients qui partagent leur roadmap, leurs besoins et qui font un retour sur la performance des machines utilisées. Donc tous ces fonds investis en recherche et développement, tous ces brevets détenus par ASML, toutes ces compétences maintenues au sein de l'entreprise en termes de savoir scientifique et de technicité sont évidemment l'une des plus grosses barrières à l'entrée qu'on puisse imaginer sur ce type de secteur-là. Cependant, j'ai de très bonnes raisons de penser que la concurrence risque d'arriver plus tôt que prévu. Je vous détaillerai le fond de ma pensée à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre très vite de quoi je parle. Je tiens rapidement à souligner un point, c'est qu'ASML a engendré des dépenses en R&D depuis 2010 et même peut-être même avant pour la construction de ces dernières machines, et elle en a fait la commercialisation qu'entre 8 et 10 ans plus tard. Donc tout ça pour dire qu'il se peut qu'aujourd'hui ASML engendre des coûts en R&D qui peuvent être conséquents sans que vous ne puissiez voir immédiatement le retour sur investissement. Donc voilà, alors petit aparté, avec un ordre de grandeur relativement intéressant, l'entreprise vend à peu près 450 unités. Donc quand on a souvent le nez dans le rapport de multinationales, ça fait toujours un petit peu bizarre de voir ça. C'est vraiment un très faible nombre d'unités vendues, mais vu que ce sont des machines extrêmement coûteuses, eh bien les résultats nets sont à la hauteur. Donc également, un des principaux risques sont la protection de la propriété intellectuelle d'ASML. Vu qu'il y a énormément de recherche et développement, il y a aussi énormément de brevets de déposés et de secrets industriels bien gardés. Donc on peut notamment remonter en 2023 où ASML avait porté plainte contre un employé basé en Chine pour le vol du code source destiné aux machines de lithographie. Donc c'est un risque, et ils en ont déjà fait les frais. On arrive maintenant pour moi sur l'un des principaux risques auxquels fait face ASML. On est plus ici sur un risque associé à la géopolitique. Donc il faut savoir que les États-Unis ont imposé des restrictions très sévères afin d'empêcher ASML de vendre ses dernières machines de lithographie à la Chine, en prétextant que ça pourrait permettre à la Chine de développer des puces IA avec des applications militaires. On pense notamment aux missiles guidés par exemple. Et donc ces restrictions ont eu pour impact de réduire drastiquement les ventes qui ont été effectuées en Chine, en sachant que la Chine représente à elle seule plus d'un tiers du résultat net d'ASML en 2023. Ça a diminué un petit peu en 2024, on devrait être aux alentours de 15%. Second risque géopolitique,
Il s'avère qu'ASML réalise 30% de son résultat net à Taïwan. Et nous connaissons tous les risques géopolitiques qu'il y a à Taïwan. Donc si toutefois des conflits armés ou des tensions naissent à Taïwan, alors le résultat net d'ASML risque d'être drastiquement impacté. Donc bien sûr, nous savons tous quelle entreprise règne en maître à Taïwan relativement aux semi-conducteurs. Il s'agit de TSMC. Et donc TSMC est l'un des plus gros, si ce n'est même le plus gros client d'ASML. Et TSMC a, contrairement aux entreprises chinoises, le droit d'utiliser les dernières machines de lithographie d'ASML. Alors, nouveau risque, encore une fois ici un petit peu particulier et très spécifique à ASML. Donc les produits d'ASML sont, et surtout les derniers, sont uniques au monde et de fait nécessitent le développement de composants tout aussi singuliers. Ces composants-là sont justement produits par des fournisseurs très spécialisés et dits ultra critiques pour ASML. Justement, ASML en note 1 dans son rapport annuel, et pour qu'ASML fasse mention d'un de ses fournisseurs dans son rapport annuel, c'est que le risque doit être relativement conséquent. Et donc que le bon fonctionnement de sa chaîne d'approvisionnement dépend très fortement de ce fournisseur-là. Et il s'agit du fournisseur Carl Zeiss, qui fabrique et conçoit les miroirs et les lentilles qui sont directement intégrés aux machines dernier cri d'ASML. Donc ces miroirs-là et ces lentilles-là, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Il y a vraiment une précision au niveau de la manufacture. Donc je vous rappelle qu'on fait des gravures qui sont, alors des gravures entre guillemets, hein, je prends quelques raccourcis, mais de la lithographie avec une précision qui est de l'ordre du nanomètre. Donc autant vous dire que les exigences concernant la fabrication des lentilles et des miroirs est très particulière. Donc si ce fournisseur-là a quelques difficultés à fournir ASML et à tenir la cadence au niveau de la production de ces miroirs et des lentilles, alors en ce moment-là, in fine, ASML sera aussi impacté sur la cadence de production de ces machines et risque éventuellement de ne pas pouvoir répondre à la demande de ses clients. Alors c'est tout de même particulier, on a une entreprise qui innove énormément, qui fait énormément de recherche et développement, qui conçoit des produits absolument monstrueux, avec des exigences en niveau de qualité qui sont absolument démentielles. Et en plus de ça, il faut par la suite combiner la R&D avec la production des machines, ce qui est pour moi un miracle. Cette entreprise est pour moi spectaculaire et absolument incroyable. Et je pense très clairement qu'elle est au cœur des innovations d'aujourd'hui concernant nos produits du quotidien, nos produits technologiques du quotidien. Et donc de ce fait, il y a un risque qui va avec ça. Quand ASML met le doigt sur quelque chose au niveau de sa R&D et qu'elle a de bonnes pistes et qu'elle commence à concevoir ses produits, il faut ensuite qu'elle puisse optimiser sa chaîne de production pour pouvoir optimiser ses marges et son résultat net. Et ça peut prendre un certain temps. À partir du moment où une machine est construite et commercialisée, ASML va prendre pas mal de temps pour pouvoir optimiser sa chaîne de production et améliorer ses marges. On peut dire que c'est une opportunité pour l'investisseur parce qu'on sait que ses marges vont s'améliorer au fil de l'eau. Par contre, il se peut que le retour sur investissement perçu par l'investisseur soit relativement diminué à court ou moyen terme. Alors on va maintenant passer sur les bilans, le cash flow et les résultats pour voir s'il y a quelques singularités qui ont été relevées. Alors je vous avais dit tout à l'heure qu'ASML faisait du cash grâce aux ventes de ses machines, grâce au rétrofit et grâce au contrat de maintenance. Alors pour que vous puissiez avoir un ordre de grandeur, il y a 21 milliards de ventes de machines et environ 6 milliards de ventes de services. Donc ça c'est quelque chose aussi que je me suis noté et dont il est important de prendre conscience. ASML, toute proportion gardée, dépense plus de 2 fois plus qu'Apple en recherche et développement comparé à son résultat brut. Donc sur la dernière année, ASML a fait de grosses réserves de cash en accumulant un surplus de 5 milliards dans sa trésorerie. Donc comme d'habitude, je vous laisse lire les remarques que je mets sur le rapport annuel, hein, et puis ça vous donnera quelques petites pistes pour savoir où chercher si jamais vous êtes intéressé et que vous voulez consacrer un petit peu plus de temps à l'analyse. Donc voilà, ce qu'on constate, c'est qu'avec sur le tableau des shareholders equity, on constate que la valeur retournée aux actionnaires fluctue beaucoup. Donc il faut savoir qu'ASML, de temps à autre, d'une année à l'autre, elle peut décider de garder son cash en interne pour pouvoir gérer ses affaires, éventuellement gérer ses budgets de R&D, ses remboursements de dettes, etc., etc. Et à un moment donné, quand l'opportunité vient, d'après ce que je vois, elle reverse de manière massive le cash aux actionnaires. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. Si je ne dis pas de bêtises, sauf erreur, si vous consultez le dernier rapport trimestriel, donc qui est plus récent de quelques mois que ce rapport-là, je pense qu'ASML commence à racheter très fortement ses actions. Je vous mets ici le tableau des échéances de dette à rembourser, la prochaine étant en juillet 2026, pour un montant de 967 millions de dollars, ce qui est extrêmement faible quand on sait qu'actuellement ASML a une trésorerie d'à peu près 12 milliards. Donc c'est clairement pas un risque. Et quand on voit les échéances de dette ici, on est vraiment sur des montants qui peuvent être absorbés sans problème. Alors je vais maintenant conclure, et je risque de vous surprendre. ASML est une très belle société. Moi qui suis passionné de technologie, de tech, et qui suis en plus de ça scientifique de base de formation,
Je suis absolument passionné par ce que produit cette société. Par contre, en tant qu'investisseur, il y a quelques petits points qui me refroidissent un peu. Les premiers sont les incertitudes, c'est-à-dire que la société est constamment obligée d'innover et d'engager de très fortes dépenses en R&D. Ce qui fait que, d'après ce que moi j'ai pu observer, le retour de valeur vers l'actionnaire peut fortement fluctuer. Ce qui apporte donc une incertitude et donc un risque. Il n'y a pas que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous investissez sur ASML parce qu'elle détient un monopole au jour où je vous parle, je pense que ce monopole risque de ne pas durer. Je m'explique. À travers les diverses restrictions qui ont été imposées par les États-Unis, il y a un problème qui se pose. C'est-à-dire que la Chine, elle, qui est en avance à la base sur tout le monde, parce que je vous rappelle que la Chine a un développement qui est absolument fulgurant depuis ces dernières années, notamment au niveau technologique. Elle n'acceptera pas de faire une croix sur les machines, du moins les machines de lithographie performantes pour pouvoir développer ses puces IA. Je vous ai dit tout à l'heure que les frais devant être engagés pour pouvoir faire de la R&D et pouvoir développer des machines aussi performantes qu'ASML étaient une grosse barrière à l'entrée pour l'arrivée de nouveaux concurrents. Eh bien, cette barrière à l'entrée saute quand il s'agit de pays qui souhaitent devenir souverains sur le développement de leurs semi-conducteurs. Quand vous avez un pays comme la Chine qui souhaite devenir souverain et donc développer ses propres machines de lithographie, ces freins en budget d'investissement et en R&D et en développement ne sont plus un frein. C'est budget illimité. Donc certes, ASML détient aujourd'hui un monopole là-dessus, mais je pense que c'est une question de temps avant que de nouveaux concurrents arrivent. J'ai cru entendre aussi que la Russie commençait à développer ses propres machines. Donc c'est certain, pour ces pays-là, ça va prendre du temps quoi qu'il arrive, mais l'argent n'est pas un frein. Certains ont estimé que la Chine prendrait entre 5 et 10 ans pour développer une machine qui soit à la hauteur des machines d'ASML. Nous ne savons pas, peut-être que ça arrivera plus vite. Donc moi je maintiens que cette entreprise est une très belle entreprise. Cependant, au vu des risques qu'il y a, je pense que acheter cette société-là avec un PER de 30 est un prix beaucoup trop élevé. Pour ma part, je l'aurais acheté à un PER de 20. Aujourd'hui, la société est proposée à un prix d'environ 752 $ par action. Moi, je l'aurais acheté, j'aurais du moins songé à éventuellement en acheter et en petite quantité à un prix qui avoisinerait les 480 $. Encore une fois, là, je vous ai exposé mon point de vue. Il y avait quand même aussi quelques petites convictions qui ne reposent pas sur des faits. Ces points de vue-là sont nés de mes propres réflexions et il faut que vous ayez aussi les vôtres. Vous pouvez me rejoindre sur mes points de vue ou bien avoir votre propre point de vue, mais au moins je vous ai apporté mes pistes et peut-être que je vous aurai apporté un petit peu de valeur. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de commenter et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!